Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro, en partenariat avec Cegedim Insurance Solutions. Nous allons parler de gestion, de frais et d'alliances. À tout de suite. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Fabrice Herriès, directeur général de la MGEN, et Catherine Abivin, présidente de Cegedim Insurance Solutions. Aujourd'hui, on va parler de la transformation et aussi de la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. En tant que mutuelle de la fonction publique, vous êtes pleinement impacté par cette réforme de la protection sociale des fonctionnaires. Comment l'anticipez-vous, notamment en matière de gestion et de système d'information ? Alors effectivement, continuer à être un assureur santé, mais en mode contrat collectif, ça nous impose de changer un certain nombre de procédures, de dispositifs et d'outils. Et vous évoquiez les systèmes d'information. Nous avons jusqu'à présent un système d'information propriétaire qui avait été développé par la MGEN, mais qui n'était pas en mesure de gérer des contrats collectifs. Et donc on a décidé d'adopter un autre standard, qui est un standard de marché, qui est Active Infinite, la solution de Cegedim justement, que nous sommes en train de déployer. D'accord, très bien. Est-ce que ce changement, le passage vers le contrat collectif et le changement d'outils de gestion va avoir des impacts sur la gestion du régime obligatoire ? Alors, oui et non. D'abord non, parce que la MGEN va continuer à exercer dans la durée de manière pérenne sa mission de délégation de délégataire de gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale. Elle souhaite le faire et on a l'accord des autorités pour le faire. Par contre, puisque nous allons abandonner notre système informatique propriétaire, il va falloir qu'on utilise un autre outil pour gérer le régime obligatoire et on est en discussion avec la sécurité sociale, avec la CNAM, pour utiliser leurs outils. D'accord, okay. Voilà. En discussion pour l'instant. Oui, c'est des discussions avancées. Je dirais qu'on est d'accord, mais qu'on n'a rien signé. Et donc, l'enjeu consistera sur ce sujet des SI à connecter les outils de Cegedim avec ceux de la CNAM. Ok, très bien. Catherine Abivin, vous avez accompagné de nombreux acteurs sur le passage de l'individuel vers le collectif, notamment depuis la généralisation de la complémentaire santé dans le secteur privé. Alors, quels sont, selon vous, les facteurs clés de succès pour réussir cette transformation ? Alors, il faut déjà s'occuper, certes de la gestion, mais aussi en amont et en aval des process, donc du process de souscription, puisqu'on passe d'un process de souscription individuel à collectif. Donc, savoir faire la tarification, la distribution, le choix des options, par exemple, auprès des assurés. Et puis, on ne connaît pas encore très bien quel va être le niveau d'appel d'offres, le niveau de souscription. Est-ce qu'il va y avoir un seul appel d'offres ? Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ça semble en prendre le chemin. Mais si on parle par exemple de la fonction publique hospitalière, il va probablement y avoir autant d'appels d'offres que de regroupements d'hôpitaux qui s'appellent des GHT. Donc il va falloir déployer localement beaucoup de dispositifs pour réaliser cette souscription. Ensuite, il va falloir suivre les régimes en aval pour vérifier les résultats techniques, éventuellement augmenter les cotisations tous les ans comme dans le collectif classique si l'appel d'offres le permet, s'il ne le permet pas. La clé du succès, c'est d'anticiper au moment de la tarification pour prévoir le prix sur le bon nombre d'années en tenant compte de la croissance des dépenses de santé, parce qu'il n'y a pas de raison que ces dépenses ne croissent pas comme depuis de nombreuses années. Et puis au milieu de tout ça, il y a la gestion. Donc la clé du succès pour le collectif, c'est qu'il faut savoir gérer au taux de frais de gestion qui va être celui qui va être vendu, puisque usuellement en individuel, le taux de frais de gestion il est plutôt aux alentours de 20%, au-dessus, en dessous, et que sur le collectif, il faut tendre à la baisse le plus proche possible de 10, probablement. Et donc pour ça, il faut automatiser le plus possible de choses. Par exemple avec le traitement des DSN, des déclarations sociales nominatives, pour mieux gérer les entrées-sorties de personnel, les déclarations de cotisation, le recouvrement, etc. Très bien. Vous êtes en pleine transformation du coup sur tous ces sujets, Fabrice Herriès ? Oui, je crois que Catherine a cité un certain nombre d'axes de transformation, au-delà des systèmes d'information, la tarification, la façon de répondre aux appels d'offres, de mettre en gestion, etc., etc.
Donc on a engagé des transformations sur toutes les activités qui le justifiaient. Alors, cette réforme va également impacter vos métiers, va modifier vos métiers. Que vont par exemple devenir en matière de distribution les commerciaux qui aujourd'hui vendent des contrats individuels? Oui, mais c'est un sujet important. On a aujourd'hui un réseau sur le territoire, dans tous les départements, avec un peu plus de 1000 commerciaux qui vendent des contrats santé individuels à titre principal, santé et prévoyance, et puis qui accessoirement vendent d'autres produits. Demain, les contrats collectifs, on tentera de les vendre depuis le niveau central, depuis le siège. On aura une équipe grand compte, une équipe contrat collectif. Et notre objectif est de garder absolument notre réseau commercial parce qu'on considère que la proximité, le fait de rester présent partout sur le territoire, en proximité, en contact avec les administrations et avec les fonctionnaires, c'est très important. Mais ça ne peut marcher qu'à condition que, 1, on arrive à baisser le coût du réseau de distribution et que, 2, on arrive à réorienter l'activité de ce millier de commerciaux vers d'autres produits que la santé. Donc vers la prévoyance à titre principal, si la prévoyance reste en contrat individuel. Et puis on a aujourd'hui des produits complémentaires, assurance vie, épargne retraite, protection juridique, etc. Et puis on a l'objectif d'étendre encore cette gamme de produits pour donner à ce réseau de commerciaux un terrain d'expression très large qui leur permettront de recréer de la valeur pour la mutuelle tout en répondant aux attentes et aux besoins de nos adhérents. Au ministère de l'Éducation nationale, il y a 1,4 million d'agents. Ce serait le contrat collectif le plus gros du marché. Catherine Abivin, est-ce que les outils actuels sont calibrés pour gérer un portefeuille de cette taille? Alors, en termes de volume de personnes protégées, on gère déjà, y compris au titre du groupe Vive, des portefeuilles au moins aussi gros. Donc, pour traiter les flux Noémie, les déclarations de salaire, etc., il n'y a pas de souci. Là où la question, par contre, peut se poser, c'est sur les interfaces homme-machine, les écrans pour les gestionnaires. Et là, je reviens sur le niveau de souscription. Tout dépend s'il y a un seul contrat ou plusieurs. Effectivement, quand on va vouloir sur un écran afficher tous les fonctionnaires, donc tous les assurés couverts par le contrat, bien sûr, on ne va pas en afficher des millions, même en paginant sur un écran. Donc, sur ces sujets-là, à la marge, quand on saura quel est le niveau de contractualisation, on aura probablement quelques évolutions à faire dans les applications. Mais ce n'est pas le plus compliqué, donc bien sûr que tout ça sera bien géré. Qu'en pensez-vous de cette taille? Est-ce que vraiment aujourd'hui les assureurs sont prêts à gérer des contrats aussi gros? Moi, je pense que la taille n'est pas un problème. Et moi, je serais même désireux que la taille soit encore plus grande. Après, ça pose d'autres questions. Ça pose une question stratégique d'interdépendance entre un ministère et un assureur qui dépend beaucoup de ce ministère et de la remise en jeu du contrat tous les 6 ans. Ça pose aussi plus la question... Moi, je ne pense pas que ça pose des difficultés, que ce volume pose des difficultés en temps normal. Par contre, ça posera des questions le jour de la mise en gestion, au début. Parce qu'on va devoir ouvrir des droits pour des centaines de milliers de personnes le même jour. Des centaines de milliers de personnes que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Imaginons qu'aujourd'hui, imaginons que la MGEN remporte ce futur contrat. On a aujourd'hui une part de marché de 65 à 70% sur l'éducation nationale. Ça veut dire que c'est 1,4 million, on en connaît 70%. Ça veut dire qu'on n'en connaît pas 30%. Ça veut dire qu'on a entre 4 et 500 000 personnes qui aujourd'hui ne sont pas assurées ou sont assurées ailleurs. Il va falloir que le ministère les contacte, leur propose quelque chose, que nous-mêmes on leur propose des outils d'affiliation le plus automatique et les plus dématérialisés possible, pour qu'ils ne viennent pas faire la queue au guichet. Voilà. On a des équipes qui ne sont pas configurées pour ça. Alors, on va mettre sur la table des moyens exceptionnels au moment du début du contrat pour justement absorber ces flux importants. Mais pour moi, le premier problème, c'est celui-là. Oui, c'est le démarrage. C'est le démarrage. Après, une fois que c'est fait,
on dimensionnera les équipes au bon niveau. Ce n'est pas un sujet, et l'informatique sera je l'espère, pas un sujet. Ça sera trop cher, mais en tout cas, j'espère que ça marchera bien. Catherine Abivin l'a évoqué tout à l'heure, le niveau de frais de gestion des contrats collectifs est plus bas que celui des contrats individuels. Fabrice Herriès, vous avez annoncé en interne un plan d'économie important, 250 millions d'euros par an, et la volonté de réduire de 20% votre masse salariale d'ici 2027. Comment allez-vous y parvenir ? Oui, mais je crois que Catherine a bien expliqué le sujet tout à l'heure. Le modèle économique de l'assurance individuelle n'est pas celui de l'assurance collective. Donc les prix sont beaucoup plus, en assurance collective, les prix sont beaucoup plus challengés. Il y a une compétition forte entre uniquement des gros acteurs. Les petits ont moins leur place, seuls, dans ce monde. Et donc les prix sont tirés vers le bas et on est obligé de gérer pour beaucoup moins cher. Vous l'avez dit, on a fait des premières estimations il y a plus d'un an qui conduisaient à considérer qu'il fallait qu'on économise 200 à 250 millions par an. Ce ne sont pas que des frais généraux, ce n'est pas que de la masse salariale, on compte un certain nombre de choses dedans, mais ça fait un total. Et à l'intérieur, effectivement, on a prévu une baisse d'environ 20% de nos effectifs sur l'assurance, pas sur l'offre de soins, de manière naturelle sur 4 à 5 ans. Voilà. Avec une temporalité qui n'est pas la même, puisqu'elle a largement démarré dans la gestion. Elle commence sur les systèmes d'information et sur les réseaux de distribution. Et elle n'a pas commencé sur le siège, parce que sur le siège, on a besoin aujourd'hui, c'est depuis le siège qu'on mène toutes les transformations et qu'on a besoin de renforcer des compétences pour tarifer et répondre aux futurs appels d'offres. Et donc là, pour l'instant, on a besoin d'avoir plus de monde sur le siège. Mais ensuite, la baisse s'accélérera et à 2026-27, on sera à la cible partout. Donc vous restez sur cette trajectoire de réduction de... Oui, et puis au final, on s'adaptera. Moi, je ne sais pas aujourd'hui combien de clients on aura, quelle sera la taille de nos portefeuilles dans 3-4 ans. Est-ce qu'on va, au-delà de l'éducation nationale que vous avez citée, est-ce qu'on va gagner d'autres appels d'offres ? On parle beaucoup de gros contrats, hein, donc les ordres de grandeur sont de 200-300 000 clients à chaque fois, plus les familles, plus éventuellement les retraités. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'équilibre de gestion ? C'est très difficile à dire. Donc, on part sur les bases que vous avez très bien décrites. On fera le point d'ici un an et demi à peu près, et on verra s'il faut recaler la cible. Mais pour moi, aujourd'hui, on n'a rien à changer. Très bien. Catherine Abivin, avez-vous des idées pour d'autres gisements d'économie ? Alors, au-delà effectivement des ressources humaines, il faut pousser à fond la digitalisation, on en a un peu parlé. Alors effectivement au niveau de l'affiliation de départ, en obtenant au moins un fichier de la part du ministère pour affilier automatiquement les assurés, et puis dans la vie du contrat, contraindre quelque part au maximum et faire uniquement des exceptions, mais contraindre les assurés à utiliser les espaces digitaux pour faire leurs évolutions d'adresse, de RIB, etc. Également, ne pas faire de courrier sortant, même la carte tiers payant. Moi, je pense qu'elle peut être digitalisée, ce qui permet d'économiser de l'affranchissement, de même que sur tous les courriers sortants, les déposer sur un espace, sur un extranet, permet également d'économiser. Donc il y a quand même pas mal d'économies sur des petits sujets, mais les petites rivières font le grand fleuve à l'arrivée. Et puis, bien sûr, on l'a évoqué sur le système d'information, mutualiser son système d'information. Bien sûr, alors la MGEN a fait ce choix en retenant notre solution. Alors, soit le logiciel lui-même, soit en allant un cran plus loin avec également l'hébergement et l'exploitation de ce système. Alors vous avez évoqué éventuellement d'autres ministères. Forcément, cette réforme de la PSC va modifier le paysage des mutuelles de la fonction publique. Vous avez annoncé à la MGEN un partenariat avec la Mutuelle Générale de la Police, la MGP. Alors, est-ce que vous avez identifié les ministères où vous avez envie de répondre aux appels d'offres qui vont arriver ? Oui. C'est lesquels ? En fait, on a le souhait effectivement de répondre à plusieurs appels d'offres parce que il faut qu'on soit les plus gros possibles pour arriver à réduire nos coûts de gestion. Alors après, on n'est pas certain de répondre à tous les ministères.
On regarde administration par administration, là où on pense que ça fait du sens et là où on pense qu'on peut trouver les bons alliés. Puisque notre avis, c'est qu'à chaque fois des alliances avec des mutuelles historiques qui sont légitimes, qui sont bien connues dans le ministère, qui connaissent bien les besoins des fonctionnaires de ce ministère, bah, ça compte. C'est déterminant, donc on ne veut pas forcément y aller seul. C'est pour ça qu'on a une organisation qui est vraiment qui sera différente ministère par ministère, et on n'ira pas forcément partout, mais on a aujourd'hui l'intention de répondre assez largement. Voilà. Donc le ministère de l'Intérieur, c'est sûr. Le ministère de l'Intérieur, c'est sûr. Et puis il y en a d'autres que l'on est en train de regarder. Voilà. Bercy aussi? Je ne sais pas. Je ne peux pas en dire plus. L'autre administration sur laquelle on ira de manière certaine, c'est la fonction publique hospitalière. On en parlera. Oui. Voilà. Et puis bien sûr les ministères sur lesquels on est référencé aujourd'hui, hein, culture, affaires sociales, transition écologique, bien sûr. Pensez-vous que la concurrence sera rude sur ces ministères? Oui, elle sera rude. On est très interrogatif sur le nombre de concurrents possibles. Je pense qu'il y aura peut-être moins de concurrence sur les très grosses administrations, parce que ce n'est pas accessible à tout le monde, et plus sur les petites. Mais tout ça ne veut rien dire. Faut avancer, puis on verra. On s'adaptera. Catherine Abivin, le futur opérateur du ministère de l'Intérieur sera amené à manipuler des données sensibles. Pensez-vous que dans ces ministères, il y aura des exigences supérieures en matière de sécurité et de protection des données? Alors, déjà en matière de protection des données, quel que soit le type d'assuré, il faut bien sûr s'en préoccuper. Mais effectivement, il y a déjà en fait des exigences complémentaires, à la fois pour le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées, puisque dès 2016, il y avait un décret qui est sorti et qui est toujours en vigueur et qui traitait de ce sujet. Et même avant, en 2015, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, avait également sorti ce qu'on appelle une instruction interministérielle qui traitait des règles applicables également pour les données dites à diffusion restreinte. Et à la fois l'intérieur et les armées font partie de ce type de périmètre. Et donc les règles que contenait cette instruction, elles visaient à assurer la continuité des activités de l'entité. Bon, ça c'est assez classique. Mais le deuxième aspect, c'est surtout prévenir la compromission d'informations sensibles et assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors pourquoi? Parce que, en fait, il y a dans ces ministères parfois des structures qui ont des gens dont il ne faut pas connaître l'identité. On le voit parfois dans des émissions à la télé, quand ils sont interviewés, ils sont complètement floutés, masqués pour ne pas qu'on les reconnaisse. Donc, nécessité de protéger ces données. Donc, il y a une réglementation bien précise. Et bien supérieure. Bien supérieure à ce qui existe pour les autres. Il y a même un troisième sujet, c'est que l'opérateur qui est amené à traiter à la fois la partie intérieure et militaire, en tant que responsable de traitement, doit déclarer à une autre direction, alors je le lis parce que je ne les connais pas par cœur, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Il convient de déclarer tous les collaborateurs qui interviennent sur le traitement en question. Et ça a été étendu plus récemment également aux sous-traitants. Donc nous aussi, nous sommes concernés pour déclarer nos collaborateurs en tant que sous-traitants de certains portefeuilles. Et cette direction peut mener des enquêtes administratives sur les collaborateurs en question. Qui manipulent les données sensibles. Enfin, qui manipulent, qui juste ont accès aux données en question. Voilà. Alors sur la défense, je ne pense pas qu'il y ait de sujet autour des grades et tout ça, mais côté militaire, l'offre actuelle tient compte parfois du grade pour déterminer certains éléments, et donc c'est une donnée qui est stockée dans les systèmes de gestion. Voilà, et qui est très sensible. Et la MGP sait aujourd'hui gérer les fonctionnaires de police en contrat individuel en satisfaisant à ces contraintes réglementaires. Oui, donc vous êtes déjà prêt, ce que vous voulez dire. Elle sait le faire. Après, aujourd'hui, la MGP travaille sur un système d'information qui n'est pas le nôtre. Donc, il faudra voir comment, dans la durée, on arrive à travailler tous sur le même outil, tout en respectant, en intégrant ces contraintes. La MGP avait un souci aussi de ressources humaines. Il avait beaucoup de collaborateurs qui faisaient la gestion de ces contrats. Est-ce que vous êtes arrivé à un accord pour reprendre ces collaborateurs? Non, mais la MGP aujourd'hui
a une part de marché sur le ministère de l'Intérieur qui est d'à peu près 40%. Ils ont des collaborateurs pour gérer 40% du ministère. Si demain on gagne le contrat collectif du ministère, on aura à gérer 100% des effectifs du ministère. Donc les effectifs de la MGP ne sont pas trop nombreux pour ça. Loin de là, je pense même qu'il en manquera. Vous avez parlé de la fonction publique hospitalière. Vous avez annoncé des discussions avec la Mutuelle nationale des hospitaliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce partenariat ou sur vos ambitions sur la fonction publique hospitalière? Alors oui. Alors d'abord, première chose sur nos ambitions. Je pense que la MGEN a annoncé il y a peut-être 3 ans une ambition de développement, une ambition stratégique de développement sur la fonction publique hospitalière, d'abord en individuel, puis avec les contrats collectifs. On a pour cela décidé de le faire avec un partenaire qui est la mutuelle Reliance. Et puis, plus récemment, la MNH a souhaité lancer une consultation pour trouver un partenaire. Parce que la MNH est confrontée, comme nous, au développement de la PSC, et elle souhaitait faire ça avec un partenaire ou des partenaires. Donc on s'est engagé dans cette compétition. Et la MNH a annoncé récemment que les discussions arrivaient dans une phase finale et qu'elle examinait la possibilité de travailler avec 2 partenaires, Groupama et MGEN. On en est là. Donc on est dans des discussions aujourd'hui, effectivement. Je ne peux pas en dire plus parce que bon, ça serait pas... parce que c'est pas mûr tout simplement. Mais je pense que notre intention est de travailler avec MNH si c'est possible, et je pense que l'intention de MNH aussi. Vous continuerez à travailler avec Reliance par ailleurs? Oui, bien sûr. Je pense que si on arrivait à faire une alliance Reliance, MNH et MGEN sur la fonction publique hospitalière, je pense que ce serait assez difficile pour nos concurrents de former une offre alternative plus convaincante et plus légitime que la nôtre. Concernant le calendrier de la réforme, on a récemment appris par le ministère de la Transformation de la fonction publique un report d'1 an sur l'entrée en vigueur de cette réforme pour la fonction publique d'État. Ce ne sera plus le 1er janvier 2024, mais le 1er janvier 2025. Qu'est-ce que cela change pour vous, Fabrice Herriès? Pas grand-chose. Pour l'essentiel, l'État devait commencer à ouvrir les droits à ses fonctionnaires le 1er janvier 2025. Il n'y avait que 2 administrations qui étaient prévues avant, le ministère de l'Intérieur et les services du Premier ministre, qui devaient commencer à lancer des contrats, à ouvrir des contrats à partir de 2024. Mais le temps a passé et très sincèrement, aujourd'hui, il ne devenait plus réaliste, je pense, pour ces administrations de lancer des appels d'offres et de faire ouvrir des droits à partir de janvier 2024. Donc je pense qu'ils ont été réalistes, pragmatiques. Je ne veux pas juger la dimension politique de tout ça, ou syndicale, mais en tout cas c'est beaucoup plus réaliste de décaler ces 2 administrations à 2025. Le décalage auquel vous faites référence ne change rien du tout pour la totalité des autres administrations. Donc nous, ça nous met juste un peu plus de temps pour préparer nos réponses futures aux appels d'offres de ces 2 administrations, puisque effectivement nous souhaitons aller sur l'intérieur et nous souhaitons aller sur les services du Premier ministre. Et les appels d'offres sont attendus pour la fin 2024 du coup, 23. Oui, il devrait tomber, je pense, dans le courant du 2e semestre 2023, mais on n'en sait pas plus. Vous aurez tous les appels d'offres en même temps du coup? On ne sait pas. Ça va s'étaler entre juin, juillet peut-être, et puis jusqu'à la fin de l'année, le lancement des appels d'offres. Catherine Abivin, pensez-vous que l'administration publique est formée pour gérer les contrats collectifs? Est-ce qu'elle est prête? Aujourd'hui, pour préparer les appels d'offres, ils font appel à des cabinets d'actuariat. J'imagine, parce que c'est aussi le cas, quand on est sur des très gros contrats collectifs ou des branches professionnelles, il y a très souvent des cabinets d'actuariat qui interviennent à la fois pour traiter l'appel d'offres, mais aussi derrière dans le suivi du contrat, le pilotage.
voilà, ce n'est pas non plus des sujets qui nécessitent des temps pleins de la part des ministères. Donc je pense qu'ils vont apprendre en marchant, comme on dit, et s'appuyer sur des consultants, ce qu'ils font déjà pour préparer les appels d'offres. Par contre, pour la mise en gestion, ils auront un certain nombre d'obligations qui pèsent sur l'employeur. Oui. Ils ne sont pas habitués. Alors ça, ils ne sont pas effectivement très habitués sur l'aspect gestion des fichiers RH, et notamment produire des DSN, des déclarations sociales nominatives, même si, j'ai envie de dire, l'espoir, c'est qu'ils utilisent quand même globalement les mêmes logiciels que les entreprises du privé. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le réaliser, mais effectivement, c'est un sujet qui n'est pas encore mûr de leur côté. Alors un autre sujet qui n'est pas mûr, c'est celui de la prévoyance. Les discussions entre les partenaires sociaux et l'État ont pris du retard. Est-ce que vous êtes favorable, Fabrice Serriès, à un couplage santé et prévoyance dans le cadre de cette réforme? Vous faites référence à la fonction publique État, oui. qui est dans une situation très spécifique par rapport aux autres fonctions publiques. Nous, on est favorable à ce que les fonctionnaires bénéficient des meilleures garanties prévoyance. C'est le cas aujourd'hui en contrat individuel. Demain, il faudra que ce soit le cas de toute façon. La vérité ne repose pas forcément sur le couplage santé-prévoyance sur des contrats collectifs, parce que ça risque de tirer les garanties prévoyance vers le bas. Donc nous, on pense que les contrats collectifs santé seront relativement qualitatifs et que le complément pourrait se faire assez facilement par de la prévoyance sur mesure, en individuel, par des produits dans lesquels les fonctionnaires choisiraient eux-mêmes leur niveau de garantie. Ça leur laisserait un peu de liberté, après tout, c'est pas si mal. Catherine Abivin, pensez-vous que les acteurs du marché de la fonction publique sont outillés pour gérer la prévoyance? Certains en gèrent déjà aujourd'hui, puisqu'il y a quand même quelques cas où il y a de la prévoyance, notamment en inclusion dans les contrats. Donc, alors, si ça reste individuel, ils sont outillés et ils sont complètement compétents. Si ça devient du collectif, j'ai envie de dire, c'est la même marche que pour passer de la santé individuelle à la santé collective. Ceux qui ne font pas du tout de prévoyance, effectivement, peut-être que la marche est plus haute, mais ils ont quand même des solutions, et par exemple jusqu'à déléguer la gestion. On a un appel d'offres en cours, on a été sollicité pour gérer de la prévoyance pour une mutuelle de la fonction publique. Donc ils ont toujours cette solution. On attendra les appels d'offres pour en savoir plus sur cette réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Merci. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Cette émission est désormais terminée. Je vous retrouve bientôt sur News Assurance Pro.